Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la notion de vote populaire dans l'élection présidentielle américaine. L'élection va avoir lieu dans quelques jours, mardi 5 novembre 2024, et on entend assez souvent cette expression de vote populaire pour désigner le candidat qui a eu le plus de voix. L'objet de cette vidéo est de montrer que ce concept n'a absolument aucun sens dans la démocratie américaine et qu'il est souvent utilisé en France en prenant en comparaison le système constitutionnel français qui prévoit que le président de la République est élu en 2 tours et que au second tour, les 2 candidats arrivés en tête sont les seuls. Ce qui signifie que le gagnant a nécessairement plus de voix que celui qui a perdu, par définition, mais qu'en même temps, il a la majorité absolue des suffrages exprimés. Rien de tout cela aux États-Unis. Il est bon d'ailleurs de souligner que le vote à 2 tours est un peu une particularité française. Dans la majeure partie des grandes démocraties, il n'y a qu'un tour. Il est vrai qu'aux États-Unis, il y a une élection à 2 degrés, puisqu'on élit d'abord les grands électeurs, qui ensuite élisent eux-mêmes le président des États-Unis. Il est quand même tout à fait remarquable de constater que malgré ce système un petit peu compliqué, les 2 candidats ont très souvent à eux deux plus de 80% des suffrages. Donc leur légitimité démocratique est quand même réelle, bien plus qu'un candidat français qui peut être élu au second tour, parfois sur un malentendu, alors qu'au premier tour, il a eu à peine 20% ou un petit peu plus des voix. Revenons au cas américain. Remarquons d'abord que cette notion de vote populaire, qui est en fait une traduction de popular vote en français, recouvre 2 acceptions bien différentes quand même. D'une part, on peut considérer que le vote populaire représente uniquement le fait d'avoir plus de voix que son adversaire, ou alors d'avoir la majorité absolue des suffrages, ce qui, on le voit, n'existe qu'en France pour le président de la République. Si on prend le premier cas, à savoir le président élu avec plus de la moitié des suffrages exprimés, plus de 50%. C'est un cas qui se produit assez souvent, mais qui n'est absolument pas la norme. On a plusieurs exemples au XXe siècle où ça n'a pas été le cas. Wilson en 1912, Truman en 1948, Kennedy en 1960, Nixon en 1968, Clinton à 2 reprises a été élu président des États-Unis, Bill Clinton, sans avoir la majorité des suffrages. Le deuxième cas, qui est en fait le cas qui pose vraiment problème, c'est celui où un candidat élu président a moins de voix que son adversaire. C'est tout à fait possible puisque ce n'est pas une élection au suffrage direct. C'est déjà arrivé. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Et c'est arrivé au moins à 5 reprises, 3 au XIXe siècle, mais surtout très récemment, avec Trump en 2016 et avec Bush face à Al Gore, où on se souvient qu'il avait fallu recompter les voix dans l'État de Floride pour désigner le vainqueur non seulement de l'État de Floride, mais en même temps qui devenait le vainqueur de l'élection présidentielle. Mais ce constat de considérer qu'un candidat élu avec moins de voix que son adversaire est choquant, ce constat fait abstraction de 2 points fondamentaux. Le fédéralisme, d'une part, et les systèmes de désignation des grands électeurs dans chaque État, d'autre part. Pour le fédéralisme, on sait très bien que le président des États-Unis a été institué par la Constitution de 1789 et que celle-ci est le fruit d'un compromis entre les fédéralistes partisans d'un État central fort, les antifédéralistes de l'autre côté, qui pensaient que les États devaient conserver toute leur autonomie et toute leur indépendance d'action
dans leur sphère de compétences, mais compromis également entre les grands États et les petits États, qui craignaient d'être marginalisés si le président des États-Unis, notamment, était élu au suffrage universel direct. Il est bien évident que de petits États, comme le Connecticut ou le Maryland, seraient complètement marginalisés dans le choix du président de la République si ça se décidait uniquement par un pourcentage de voix directes, comme en France. C'est si vrai que la Constitution a prévu les cas notamment d'égalité en nombre de grands électeurs. Nous verrons dans quelques jours, puisque c'est une possibilité qui a été soulevée, s'il y a peut-être égalité de grands électeurs, 269 pour Kamala Harris, 269 pour Donald Trump. Que se passe-t-il dans ce cas-là? La Constitution l'a prévu. Dans ce cas, c'est la Chambre des représentants qui vote pour élire le président, mais le vote se fait par État. Donc tout se passe comme si c'était les États, une voix par État, qui désignaient le président des États-Unis. C'est donc bien que la Constitution est tout à fait fédérale en ce sens. Et chaque État a la même dignité et le même poids que tous les autres. C'est-à-dire qu'un État faiblement peuplé comme le Wyoming aura autant de poids que la Californie, qui a plus de 40 millions d'habitants. Et nul n'y trouve à redire aux États-Unis, d'une façon générale. Mais il y a aussi, et c'est le deuxième point, des causes plus conjoncturelles qui n'ont rien à voir avec la Constitution, qui font que il peut y avoir des différences entre le vote des citoyens et le nombre de grands électeurs. C'est le fameux système du winner take all. C'est-à-dire que ce système, qui a été mis en place petit à petit au XIXe siècle et qui a été adopté par la quasi-totalité des États, 48 sur 50, à part donc le Nebraska et l'État du Maine, ce système prévoit que le candidat arrivé en tête rafle la totalité des grands électeurs. Ce n'était absolument pas une nécessité. Au tout début d'ailleurs de la Constitution américaine, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, c'était les législatures souvent des États qui désignaient les grands électeurs à chaque élection. On pourrait tout à fait imaginer d'ailleurs que le candidat arrivé en tête ait une prime de majorité, mais qu'il n'ait pas la totalité des grands électeurs. Il se pourrait que le candidat arrivé en tête ait par exemple 2/3 ou 3/4 des grands électeurs, et le reste pour celui arrivé après lui. Ce n'est pas le cas. C'est tout ou rien. Et il est bien évident que les États actuels n'ont aucun intérêt à changer ce système si tous les autres n'en font pas de même. Si on prend l'exemple de la Californie, qui est démocrate depuis des décennies, elle ne va pas décider d'un système proportionnel en disant on donnera 1/3 des grands électeurs au parti arrivé deuxième, c'est-à-dire les républicains, parce que ça voudrait dire que ipso facto, le candidat démocrate perdrait 15 à 20 grands électeurs. Il faudrait que tous le fassent. Bien évidemment, ça n'arrivera pas. Le Texas ne fera pas la même chose alors qu'il est républicain. Peut-être un peu moins que la Californie n'est démocrate. Ou alors, il faudrait une modification de la Constitution. Et dans ce cas-là, il faut le dire clairement. Parce que si on modifiait la Constitution, son caractère fédéral s'en trouverait fortement amoindri. Or, le fédéralisme est au cœur du système électoral, institutionnel, constitutionnel américain. Ce ne serait plus les mêmes États-Unis. Il faut bien s'en convaincre. Par ailleurs, il faut souligner aussi une chose, les résultats n'en seraient pas forcément modifiés. Il est bien évident, pour prendre un exemple concret, que les républicains, pour les présidentielles en tout cas,
ne font pas campagne en Californie. La Californie est perdue d'avance. Il est donc évident qu'il y a une démotivation énorme des électeurs républicains à aller voter pour le candidat républicain dans leur État, dans la mesure où ça n'aura aucune chance d'influer sur le résultat. Si, en revanche, les grands électeurs étaient répartis proportionnellement, dans ce cas-là, avec une stricte proportionnalité, il y aurait une campagne républicaine d'envergure, très certainement dans l'État le plus peuplé des États-Unis, à savoir la Californie, et il y aurait certainement plusieurs millions de voix pour le candidat républicain. Donc, on ne sait pas d'ailleurs si ça changerait les résultats des élections. En tout état de cause, le système est comme ça. Et pour conclure, il faut dire qu'il est assez dangereux de remettre en cause le système de cette façon. Parce que ça semble vouloir dire que le candidat qui est élu avec moins de voix que son adversaire est moins légitime que celui qui a eu plus de voix que lui. Bien sûr, dans un monde parfait, on aimerait que le candidat qui l'emporte en nombre de grands électeurs ait aussi la plus grande majorité possible. Bon, mais le fait est, c'est que le président des États-Unis n'est pas véritablement le président des Américains, c'est le président de la Fédération américaine. Alors, certes, on a voulu qu'il y ait quand même une intervention populaire, c'est-à-dire que les gens votent pour désigner les grands électeurs, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme je l'ai dit, puisque souvent c'était les législatures qui désignaient les grands électeurs dans chaque État. Mais en tout état de cause, la Constitution est ainsi. Et elle n'a pas si mal fonctionné que ça dans les 2 derniers siècles. Si on veut la modifier, il faut le dire, et d'ailleurs certains veulent même modifier d'autres parties de la Constitution, notamment la Cour suprême, en y ajoutant un certain nombre de juges pour en faire presque une 3e chambre législative. C'est possible, on peut le proposer, mais il faut le dire très clairement. En attendant, le candidat qui obtient le plus de grands électeurs est élu légalement et légitimement président des États-Unis d'Amérique. Et nous verrons, mardi 5 novembre, dans quelques jours, qui sera ce président.